Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, aujourd'hui, Bien dans son job s'intéresse au perfectionnisme. Vous êtes peut-être concerné. Un livre vient de sortir, Perfectionnisme, mon meilleur ennemi, aux éditions Larousse. Laurence Roux-Fouillé sera avec nous, elle est sophrologue. Elle nous donnera des trucs, peut-être même plus que des trucs d'ailleurs, quelques étapes pour sortir de cette qualité qui peut se transformer en véritable défaut. Smart et Réglo, notre focus juridique, on s'intéressera aux travailleurs étrangers. Que dit le droit en matière d'accès à l'emploi notamment? On en parlera avec une avocate. Et puis Fanny Grismer, sa célèbre pause café de Smart Job. C'est une pause clope. Bah oui, on voit souvent comme ça des salariés qui ont le café d'une main, la cigarette de l'autre. Qu'est-ce que cela raconte? On en parlera avec elle dans quelques instants. Le cercle RH sous forme de grand entretien avec l'auteur et le PDG d'OBA. Il vient de sortir un livre blanc très documenté entre le lien entre les compétences et les créations d'emplois. C'est une analyse évidemment française, mais à l'aune d'une expertise mondiale et européenne. Où se situe la France? C'est vrai que la France ne va pas très bien en matière de formation initiale, mais aussi en matière de formation continue. On en parlera avec lui dans quelques instants. Puis fenêtre sur l'emploi, l'incontournable Amélie Favre-Guittet sera avec nous. Les questions pièges, les mots à ne pas prononcer lors d'un entretien de recrutement. Il y en a quelques-uns, on fera le point avec elle. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Là, le thème qu'on évoque aujourd'hui, il tombe bien. Comment être bien dans son job? Il ne faut peut-être pas être trop perfectionniste. Il faut être sérieux, mais peut-être pas trop perfectionniste. Laurence Roux-Fouillé, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes sophrologue. Vous avez un cabinet, vous intervenez beaucoup en entreprise. Combien d'interventions? 4500? Alors ça, c'est le nombre de personnes que j'ai, 4500 personnes que j'ai accompagnées depuis les années où je fais ça. Je viens de l'entreprise, je viens du marketing et de la communication. Et donc moi, j'ai utilisé la sophrologie au début pour moi. Et quand j'ai compris comment cet outil fonctionnait, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de le transmettre avec cette connaissance justement du milieu de l'entreprise et du monde du travail, de la vie de tous les jours ou du télétravail depuis un an, puisqu'on a dû refaire aussi nos outils, non pas pour les rendre encore plus parfaits, mais surtout pour les adapter. Donc la sophrologie, c'est une méthode de relaxation qui agit à la fois sur les tensions physiques, mais aussi sur la charge mentale. Évidemment qu'il y a une incidence ensuite sur notre cerveau. Vous sortez un livre qui est passionnant, Perfectionnisme, mon meilleur ennemi, j'arrête d'en faire trop, édition Larousse. C'est le fruit de votre expérience, c'est 8 étapes, 7 étapes, puis une 8e, parce qu'après, c'est les portes qui s'ouvrent vers la liberté, vers votre libération. Il y a plein de choses passionnantes. Ce sont des exemples concrets, à la fois pratiques, avec des noms. Alors, vous avez évidemment emprunté. Bien sûr, c'est des personnages. J'ai créé 6 personnages. Voilà, Paul, Astrid, quelques autres. Des profils qui correspondent à des tempéraments et dans lesquels certains, sans doute, se retrouveront. Page 98. Oui. La détestation de l'échec. Là, on rentre dans une partie qui est très intéressante parce que parfois, quand on s'ausculte, c'est qu'on se dit « je suis trop perfectionniste », on essaie d'y trouver des éléments très corporate à l'entreprise. Non, vous allez à l'essentiel. Vous dites que tout ça, toutes ces difficultés viennent de son rapport à l'autre, à son père, à sa mère. C'est quoi le portrait robot du perfectionniste? C'est quelqu'un qui court après quoi? Il court après quelque chose qu'il n'atteindra jamais, puisqu'il y a un niveau de résultat ou un niveau de satisfaction qui va être de l'ordre de l'exigence ou de l'excellence, et il va en fait tout le temps repousser un peu cette limite. C'est-à-dire à partir du moment où il obtient quelque chose, il va pousser un peu plus loin pour avoir en fait plus de stimulation aussi, plus de reconnaissance, puisque le vrai moteur, la motivation du perfectionniste, c'est ce besoin de reconnaissance qui doit être comblé. Insatiable. Voilà, on pense souvent que le perfectionniste est quelqu'un de fort. En fait, non, c'est souvent quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui va compenser ce manque de confiance par une réassurance permanente auprès des autres, alors avec des résultats tangibles, concrets. Vous parliez de l'échec. Alors, le résultat, ça peut être un résultat commercial, ça peut être un contrat signé, ça peut être une négociation difficile. Ça, c'est très concret, c'est très tangible. Donc, il va pouvoir exhiber ce trophée, ce palmarès ou ce résultat. S'il ne l'a pas, ça va être une grande frustration. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui
traversent le Et perfectionnisme. qui sont Voilà, c'est à la enfermés. fois la peur, les peurs, il y a beaucoup de peur, et il y a aussi de la colère, parce qu'il y a de la frustration. Parce que pas reconnus. Non, voilà, dans cette non-réalisation totale, mais qui est souvent idéalisée. On va parler de votre parcours, enfin du parcours que vous proposez, parce que l'idée c'est que c'est pas qu'un simple diagnostic, ce sont des étapes. Vous prenez par la main le lecteur pour lui dire tu vas voir, c'est possible, on peut s'en sortir. C'est une évolution, et je dis toujours à mes lecteurs dans tous mes livres, ce que vous ressentez, c'est normal. Voilà, ça c'est important de se dire, de ne pas se culpabiliser. Oui, c'est normal, tout le monde fonctionne comme ça. Bien sûr. On a tous, à des moments de notre vie, fonctionné comme ça. À l'école, quand on a des bonnes notes, c'est d'abord pour nos parents. Donc cette satisfaction-là, ce retour, et qui d'ailleurs se mesure dans les appréciations scolaires, puisque souvent dans les appréciations, on va avoir peut mieux faire. Particulièrement dans nos pays européens. On note beaucoup. Voilà. Dans les pays anglo-saxons, on va souvent valoriser ce que l'enfant a déjà réalisé. Mais oui, bien sûr. Alors que nous, ça va être toujours peu mieux faire. Donc cette course, elle est d'abord au départ pour le bulletin scolaire. Et ça va se transposer tout au long de notre vie ou notre carrière professionnelle par d'autres résultats et d'autres compliments qu'on va aller chercher. Le rapport au père, le rapport à la mère, c'est très intéressant. Cyrulnik et puis Kefelec, je trouve ça incroyable. Yann Kefelec, dont le père était écrivain. Tout à fait. Quand il lui a jamais. Jamais. Il a le prix Goncourt et son père lui tourne la tête. Il dit oui, bon. Bon, voilà, c'est bien, sans plus. Terrible. Je donne aussi l'exemple d'une de mes clientes qui est chercheuse dans un grand organisme national de recherche et qui, quand elle était enfant et quand elle avait des bonnes notes, sa grand-mère lui disait tu n'as fait que ton devoir et encore bien petitement. Donc on voit la course dans laquelle ça peut emmener, puisque quand on est chercheur, finalement, on va toujours aller en quête de quelque chose qui ne sera jamais terminé. C'est relativement épuisant pour soi et pour les autres. Dans l'entreprise, vous qui venez de l'entreprise, vous qui accueillez des cadres, des managers qui viennent finalement suivre une forme de thérapie, c'est quel profil sociologique le perfectionniste ? Il est empathique, il vit dans le groupe ou il s'isole un peu ? Le perfectionniste ne va pas toujours avec ce qu'on appelle l'intelligence collective. Parce qu'il est relativement centré sur lui, parce qu'il est fixé, alors oui, sur l'objectif, mais dans cet objectif, il va voir sa part, allez, on va dire, de revalorisation narcissique, c'est-à-dire vraiment le côté satisfaction intense qu'il va pouvoir ressentir. À ce moment-là, les autres peuvent être des gêneurs. Parce qu'ils ne font jamais aussi bien que lui. Donc, dans un groupe, c'est pas forcément un très bon manager. Il n'est pas forcément toujours très à l'écoute. Il se met un peu sur lui-même. Voilà, il partage difficilement. Et puis, il est angoissé. Donc, souvent, il vérifie. Il est beaucoup dans la vigilance. Il ne délègue pas facilement parce qu'il ne fait pas forcément confiance. Oui, c'est un portrait qui est assez terrible. Mais en fait, c'est très exigeant pour soi-même. C'est un peu difficile pour les autres. Et c'est souvent les autres qui vous le disent. Alors qu'ils vont le dire souvent gentiment par des remarques autour de le détail, la maniaquerie, le manque de confiance, le manque d'écoute dans les équipes. Voilà, ça c'est un peu difficile parce qu'on sait aujourd'hui que des équipes vont très bien fonctionner. S'il y a de la confiance, il y a ce qu'on appelle justement cette latitude décisionnelle, cette capacité à être autonome dans son travail, à prendre des décisions, sans être obligé d'être fliqué, entre guillemets. Et parfois se tromper aussi. Voilà. Il faut l'accepter que l'autre se trompe. Tout à fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la bienveillance au travail, le droit à l'erreur, et se dire c'est aussi par les erreurs qu'on apprend, puisqu'en fait, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. On apprend de ces expériences. Pour un perfectionniste, c'est très difficile. Alors, ça, c'est un petit peu le portrait robot, mais enfin, c'est la typologie du perfectionniste qui, au départ, est une qualité, parce qu'on peut le dire, un entretien d'embauche. Je suis très perfectionniste. Poussé à l'extrême, c'est... Alors, les recruteurs me disent souvent, que les gens qui leur disent qu'ils sont perfectionnistes... Ils hésitent. Voilà, ils hésitent, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une perte de temps, parfois dans les détails, ou dans le non-partage avec les autres. Donc, ça ne va pas forcément... Et ils ne cherchent pas ça en ce moment, les recruteurs. Non, ils veulent des gens efficaces et performants. Sans dévoiler cette étape, le premier conseil, la première marche, quand la personne vous dit « j'en souffre », vous dites « ils sont fatigués, épuisés mentalement ». Mentalement aussi, oui. Elles veulent se libérer, ils veulent se libérer. C'est plus les femmes, c'est plus les hommes. Il y a plus de femmes, j'ai l'impression, perfectionnistes. Alors, peut-être, je ne veux pas faire de discrimination. Peut-être que oui, les femmes ont tendance... Alors pourquoi ? Parce qu'aussi, elles ont plusieurs domaines de vie dans lesquels elles sont très investies. Et encore aujourd'hui, il y a des données de l'INSEE. Moi, je travaille beaucoup avec des réseaux féminins. Le temps de travail domestique des femmes reste très important. Donc, elles s'investissent avec le même engagement, la même force physique et mentale, émotionnelle, dans tous ces domaines de vie. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont davantage concernées. On s'en sort comment ? Comment on s'en sort ? Alors, la première étape, c'est la prise de conscience. Non, pas forcément. C'est long, aussi longtemps qu'on fait un bras de fer avec soi-même.
C'est-à-dire il faut lutter contre soi. À partir du moment où on se dit non, je veux lâcher ça, ça devient possible. C'est ça. Mais il y a des moments où il y a des écueils, c'est-à-dire que ça va être difficile, c'est vraiment une souffrance. Comment s'allier avec son juge intérieur, c'est ça? C'est ça. Par exemple, le juge intérieur, alors ça c'est un très bon exemple. C'est la petite voix intérieure. C'est ça. Et cette petite voix intérieure, on dit toujours c'est notre petite voix, et en fait non, pas du tout. Cette voix, elle parle avec la voix de quelqu'un. Et la première question à se poser, quand j'ai cette petite phrase, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Qui parle? Est-ce que c'est vraiment moi qui parle? Ou est-ce que cette voix, alors elle parle avec ma voix, bien sûr, est-ce la que c'est, schizophrène, est-ce qu'elle n'a pas été imprégnée de ma culture? Voilà, c'est ça, de mon éducation, de mon milieu social, même des entreprises dans lesquelles j'ai pu être formée, les premiers jobs que j'ai pu avoir, avec un patron un peu emblématique. Donc tout ça, on l'a intégré et puis on le reproduit parce qu'il faut savoir que c'est une condition pour rester dans le groupe. Avant de nous quitter, c'est passionnant ce qu'on se raconte. Je pense qu'à Kefelec, par exemple, parfois il arrive que des fils ou des filles n'ont pas réglé leurs problèmes avec leur père et qu'il ne leur a pas dit « je suis fier de toi ». On arrive à se détacher de ça et on peut se détacher de son perfectionnisme malgré tout, même si on n'a pas été libéré. Alors, on ne réparera pas ce qui n'a pas été fait, mais on peut être aussi dans l'auto-évaluation. Ça, c'est important, d'arriver quelque part à se noter soi-même, à obtenir de l'autosatisfaction de ce qu'on arrive à réaliser. Quand j'ai terminé ce livre, alors vous m'en dites beaucoup de bien, j'en suis contente, oui, mais moi-même j'en étais très contente, alors c'est peut-être ça tombe bien. Un but de non, mais vous avez dit, j'ai sorti quelque chose... Oui, parce que ça correspondait au niveau que je voulais obtenir. Ouais. Alors je peux toujours pousser plus loin. L'avantage, c'est qu'on a toujours une deadline quand on écrit un livre, évidemment, et que ça permet justement d'arrêter, d'être au bon équilibre, à la bonne dose. Je vous le confirme, sinon on ne le rend jamais son livre. C'est ça. C'est ça, on fait toujours perfectionner. Vous devenez vous-même une perfectionniste. Ça, c'est horrible. Vous êtes vous-même perfectionniste ou pas? Je l'ai été, je lutte, je m'applique la règle des 80%. En toute chose, j'essaie d'obtenir 80% du résultat. 80% du résultat, c'est 80% de mon énergie, donc je suis dans le bon équilibre. Et il vous reste 20% d'espace à vous? Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Sinon on se perd. Et puis pour se ressourcer, pour la créativité, pour se nourrir de l'extérieur, des événements, des choses dont on a besoin pour nos ressources personnelles. Si vous êtes habité par cette espèce d'angoisse, d'être trop perfectionniste, si vos proches, si vos collaborateurs, si votre manager, lisez donc Perfectionnisme, mon meilleur ennemi. C'est le dernier livre de Laurence Roux-Fouillé, experte, sophrologue, et vous pouvez la consulter d'ailleurs au passage. À mon avis, on la trouve très facilement sur Internet. Absolument. J'arrête d'en faire trop, la règle des 80%. Ça, je note précieusement cette règle. Édition Larousse, je n'oublie pas l'éditeur. Merci d'être venu sur notre plateau, c'était un vrai plaisir. Avec joie. De faire votre connaissance. On va faire du droit. Tiens, le droit, c'est important, c'est ce qui cadre, évidemment. J'ai fait du droit. Et oui, c'est ce qui structure le droit. On s'intéresse aux travailleurs étrangers. Bah oui, effectivement, ça c'est un sujet sensible, ces travailleurs étrangers. Ont-ils le droit de travailler? Sous quelles conditions? On va faire le point tout de suite avec une avocate. C'est tout de suite. Smart et réglo. Le droit, rien que le droit avec Juliette Sancy. Bonjour Juliette. Bonjour. Premier passage ici dans ce Smart et réglo. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes avocate associée en droit du travail au cabinet Faro, mais ça ne s'écrit pas comme le sud du Portugal. Ça s'écrit avec RH, comme les ressources humaines. Humaines, voilà. J'ai fait exprès de vous lancer sur ce sujet. C'est un sujet, évidemment, que vous maîtrisez parfaitement. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des travailleurs étrangers. Alors, c'est un sujet de droit, on va en parler avec vous. Et puis, reconnaissons-le, c'est un sujet où il y a des frottements politiques, puisque certains considèrent qu'il faudrait faire travailler ces personnes qui sont entre deux situations, entre l'irrégulier et le régulier. Puis d'autres qui disent non, ils n'ont pas à travailler. D'abord, vous aviez envie de remettre un peu à plat les idées reçues sur ce sujet en matière de droit. Qu'est-ce que dit le droit d'abord? Alors, le droit, effectivement, il y a des idées reçues. Et une partie des idées reçues, la plus présente, c'est qu'un salarié étranger coûte moins cher qu'un salarié français. Alors, on ne va pas parler du détachement aujourd'hui, qui est vraiment une problématique différente. Mais pour un salarié étranger embauché par une société française sur un contrat français, ça coûte la même chose. Ou en tout cas, les minima conventionnels sont les mêmes. Et on a des droits qui sont équivalents, pour les salariés et des devoirs qui sont les mêmes pour les employeurs. Donc, on est logé à la même enseigne. Donc, on ne fait pas d'économie en embauchant des étrangers. Le fameux plombier polonais, parce qu'il y avait cette grande polémique sur les salariés polonais. Tout à fait. Donc on n'économise pas d'argent, l'entreprise ne gagne pas d'argent quand elle décide de faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Non, et on peut même aller plus loin que ça, c'est que la discrimination sur ce fondement-là est interdite. Donc travail égal, salaire égal. Un salarié qui serait, pour un travail identique, payé moins qu'un salarié français ou ressortissant de l'Union européenne peut même poursuivre son employeur si on se rend compte que sur le fondement de son origine,
il a une rémunération qui est moindre. Le cadre légal du travail étranger en France, il y a des risques parce que le vrai sujet qui a été soulevé à travers les travailleurs étrangers, c'est le travail au noir, qui est un mot très moche, mais c'est peut-être de là d'où vient la problématique et la polémique. C'est qu'en fait, c'est moins cher parce que ce n'est pas associé à des cotisations. Exactement. Alors, il y a deux aspects. Moi, il y a vraiment la partie travail où on paie en espèces et on n'a pas de bulletin de salaire, mais qui ne touche pas que forcément des salariés étrangers. C'est vrai. Moi, la problématique qui est la plus importante, au-delà du travail dissimulé, c'est le travail irrégulier. C'est-à-dire faire travailler une personne d'origine étrangère qui n'a pas d'autorisation de travail. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a des risques qui sont de nature pénale et qui ne sont pas anodins. Donc il faut savoir que c'est uniquement l'employeur qui va être... Qui est responsable. Exactement. Il est normalement censé lui demander tous les papiers nécessaires précisément à l'élaboration d'un contrat. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que la réponse, elle est très claire. Elle est dans le titre de séjour du salarié. Il y aura ou pas une autorisation de travailler. Et donc, la question qu'il faut se poser, donc on parlait des risques qui sont importants, et c'est pour ça qu'on a très envie d'écouter comment éviter ces risques-là, c'est que les risques, on parle quand même de 15 000 euros par salarié et de 75 000 euros quand on est en récidive. On a des domaines qui sont plus ou moins touchés, notamment... BTP. Exactement. Oui. Et c'est pour ça qu'on a aussi une des sanctions qui est l'exclusion des marchés publics quand on a eu recours à du travail irrégulier. Mais excusez-moi de poser la question, non pas sous un angle juridique, mais encore une fois sous un angle politique, et j'allais dire même presque managérial. La réponse de l'entreprise, même si elle est illégale, même si ce qu'ils font est illégal, disent mais nous n'avons pas de main-d'œuvre. Nous ne la trouvons pas. Précisément, il y a des dispositifs qui existent et c'est très bien fait. Alors je vais régler tout de suite, je suis une Européenne convaincue. Et dans l'Union vous faites de la politique aussi, vous, d'une certaine manière. J'adore l'Europe, mais au-delà de ça, surtout le droit. Sur l'Union européenne, déjà, il n'y a aucune difficulté. Pour faire venir des gens, c'est la même chose. Un travailleur ressortissant de l'Union européenne. De l'Union, parce que là, de l'Union européenne. Après, il y a vraiment deux aspects. À l'Afrique subsaharienne notamment. Exactement. Pour l'Union européenne, c'est la même chose. On peut embaucher, c'est la liberté de travailler et l'accès... Et de circulation. Exactement. Qui permet pour un ressortissant de l'Union européenne, mais aussi pour son conjoint, de travailler partout dans l'Union européenne. Donc déjà, cette question, elle est facilitée. La vraie question, c'est quand on a quelqu'un qui vient d'en dehors de la zone euro, pas euro, mais de l'Union européenne. Afrique subsaharienne, puisqu'on exactement. Et dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit le salarié est déjà sur place, et dans ce cas-là, on va regarder ce qu'il y a marqué précisément sur son titre de séjour, soit on veut le faire venir. Et pour le faire venir, c'est là que ça se corse. Parce que qui décide de qui peut venir ou pas, c'est ce qu'on appelle une compétence régalienne. Ah oui. C'est l'État, c'est discrétionnaire. Et donc, c'est un dossier qu'on va devoir monter pour convaincre la préfecture que ce salarié ou ce groupe de salariés va pouvoir venir en France. On vous rappelle la polémique de ce boulanger qui voulait embaucher cet apprenti qui d'ailleurs lui rendait parfaitement service professionnellement et qui était passible d'une expulsion, je crois qu'il était malien ou tchadien, exactement. Je ne sais plus. Et il y a eu une bataille médiatique où la personne a dit mais je vais faire une grève de la faim, je veux garder ce salarié. Qui est bon et qui fait bien son travail et dont je suis content et qui est parfaitement intégré à la vie de la communauté. En fait, c'est du cas par cas cette affaire-là. Exactement. En fait, il y a deux choses à considérer quand on vient faire ce dossier. Alors, il faut vraiment savoir la philosophie, c'est que l'employeur, ça va être un sponsor. C'est lui qui va porter la candidature du salarié. Je veux celui-là. Je veux celui-là et voilà pourquoi je le veux. Et voilà pourquoi je n'ai pas en France les ressources, ou en tout cas... Il doit le justifier. Exactement. Il y a deux possibilités. La règle de base, c'est qu'on doit envoyer un dossier à Pôle emploi, une offre sur Pôle emploi, et ne pas avoir de retour satisfaisant en 3 semaines. Mais pour faciliter tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle la liste des métiers en tension, qui est une liste régionale. Et donc ça va être, alors je l'ai consulté tout à l'heure, mais on a notamment arboriculteur, charpentier, tuyauteur, on a des métiers en tension. Couvreur-zingueur, je crois. Exactement, il fait partie de la liste, tout à fait. Il y a aussi les médecins, les vétérinaires, mais c'est vrai, encore autre chose. Il faut avoir le diplôme équivalent éventuellement dans Exactement, parce que pour le coup, on est sur des professions réglementées. Mais pour ces métiers-là, ils sont sur cette liste en tension. Et donc, il faut être particulièrement... Juste pour répondre à une question simple et probablement très compliquée, ces migrants que nous voyons arriver à Ceuta, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, ces milliers de migrants qui venaient du Maroc. Et d'ailleurs, s'ils posent le pied sur le sol français, ils sont en situation irrégulière, nous sommes d'accord. Oui. Ils ont le droit de travailler ou pas? Non. Interdiction pour eux de travailler. On va avoir une approche qui est bête et méchante, qui est on va se placer à un instant T. Et à cet instant T, si la personne n'a pas d'autorisation de travailler, elle ne peut pas travailler. Et donc d'autorisation de rester sur le territoire. Exactement. Elles sont liées elles sont intimement liées toutes les deux. Alors, il y a des dispositifs qui existent qui sont particulièrement souples. Hélas, ça va être surtout pour des gens qui vont être très diplômés, par exemple le passeport talent. Donc, on va avoir un visa qui est directement lié
à un travail en particulier. Les fameux quotas en fonction de certains Exactement. secteurs. Effectivement, là, c'est pour des gens pharmaciens, médecins, informaticiens, puisque Exactement. on recrute beaucoup d'informaticiens aussi. On essaie de les faire venir. Et oui, évidemment. C'était passionnant, Juliette, vraiment. On a appris plein de choses. Juliette Sancy, avocate associée en droit du travail au cabinet Faro. Faro comme RH, vous l'aurez compris, évidemment, parce qu'à l'oral, ça ne s'entend pas, le H. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait une petite pause. Je ne sais pas si c'est votre cas. Enfin, j'espère pas. Fanny Griesmer et sa pause café nous parle évidemment de son café, mais aussi de la clope qui parfois est associée à ce café. C'est pas très très bon. Vous voyez ces salariés comme ça en bas des immeubles qui parfois jettent les mégots d'ailleurs sur le trottoir sans les jeter à la poubelle. C'est la pause café. Stéphanie Griesmer. Pause café. Alors aujourd'hui, Oui, attention, il va falloir mettre quelques bémols parce que Oh là oui, évidemment, Bien sûr, évidemment. tout ça n'est pas bon pour la Tout santé. ça n'est pas très sérieux. Café main gauche, clope main droite. Ou l'inverse. Tu viens, on va descendre fumer une petite clope. Ça vous dit rien ça? C'est un appel. Hein. C'est un appel. J'en ai bien peur. Et d'ailleurs, on peut vous appeler, et vous rejoignez le mouvement. Sous la pluie, le vent, dans le froid, rien n'arrête les accros à la nicotine. Pas même les éléments. Alors hier, c'était la journée mondiale sans tabac. Je me suis donc intéressée à la fameuse pause cigarette en entreprise. Alors c'est un autre rituel de la vie de bureau avec ses rencontres, ses discussions informelles. Le pendant nettement plus nocif de la pause café est sans doute plus clivant. Parce qu'au bureau, il y a les fumeurs et puis il y a les autres. En 2020, plus de 3 adultes de 18 à 75 ans, 3 adultes sur 10 déclaraient fumer au moins occasionnellement et un quart quotidiennement. Chiffre publié hier par Santé publique France, c'est considérable. Donc au sein de l'entreprise, il y a donc autant de fumeurs que d'occasions de s'en griller une pendant les heures de travail. Alors on peut fumer après le repas, pour accompagner un café ou simplement pour évacuer son stress. Alors il ne s'agit pas de revenir aujourd'hui sur les dangers du tabagisme, que l'on connaît bien désormais, ni de vous inciter à fumer, certainement pas. Oui. Mais en tout cas, de nous intéresser à la fameuse pause clope, celle à laquelle ça donne plus d'un quart des salariés français. Et on peut dire que ça s'est transformé en rituel. Ah oui, à l'instar de la pause café, celle de la cigarette est à la fois un plaisir solitaire, mais aussi un moment de partage. La pause clope fait ainsi des fumeurs une communauté particulière au sein de l'entreprise. On descend en groupe, en allumer une au pied de l'immeuble, dans une cour ou sur le trottoir. Fumer à l'extérieur, c'est ce que vous faites, je vous le rappelle. Vous êtes obligé de le faire depuis le 1er février 2007. Avant cela, souvenez-vous, moi je m'en souviens plus trop. Moi je m'en souviens très bien. Enfin, je m'en souviens pas du tout même. Oui. Mais en tout cas, il n'était pas étonnant de voir les fumeurs invétérés tirer frénétiquement sur leurs cigarettes à leur bureau, nuage de fumée, que ce soit dans l'open space ou dans un bureau privé. Temps aujourd'hui révolu, fort heureusement, et qui a donné lieu à ces petits attroupements, effectivement, hautement stratégiques au pied des immeubles. La pause cigarette, aussi néfaste pour la santé soit-elle, a ses raisons que la raison ignore, le besoin de nicotine, et que la raison n'ignore pas le lien social et l'échange, parce que c'est là où c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a toujours un partage et de l'interaction pendant la pause cigarette. C'est vrai. Même lorsque vous descendez seul pour fumer, vous voulez une pause en solitaire, eh bien non, vous n'êtes pas à l'abri de rencontres fortuites. Et vous pouvez rencontrer aussi bien le stagiaire que le président. Et on rencontre des taxeurs Mais aussi. oui, Des taxeurs aussi. qui sont souvent repérés dans l'entreprise. Tiens, lui, il n'a jamais de D'ailleurs, ça clope. s'appelle le président, d'ailleurs. Parce que la pause fait fi de la hiérarchie. Bref, comme pour la pause café, c'est un moment où l'on se parle, on pratique le small talk, on réseaute. Exactement. On a des petites informations, oui, il suffit de traîner l'oreille. Donc forcément, cette pause est hautement stratégique. Certains disent même que des décisions importantes sont prises en bas de l'immeuble. La pause cigarette bonne pour le business, en tout cas, tous les fumeurs vous le diront. Alors il y a le télétravail, patatras. Oui. Plus de pause clope. Oui, non, mais seul, clope toute la journée. En solo, à la maison. Alors elle n'a pas tout à fait la même saveur. Certains télétravailleurs ne prennent même plus la peine de sortir sur leur balcon, sinon moins d'ouvrir la fenêtre. Ils fument pendant les réunions en visioconférence, c'est un petit peu n'importe quoi. Puis à l'abri des regards, celui du manager notamment, bien les pauses cigarettes ont tendance à se multiplier. Plus 5 cigarettes par jour pendant le premier confinement, selon une étude publiée par Santé publique France. On ne descend pas. Mai dernier. Non, pas du tout. Oui, on fait ce qu'on veut. Et puis la pause cigarette peut consumer le temps de travail. C'est le gros reproche qu'on peut faire à la pause cigarette. Reproche fait par les employeurs et les non-fumeurs d'ailleurs. Alors sur le papier, le Code du travail prévoit une pause obligatoire de 20 minutes à partir de 6 heures de travail effectif.
c'est un minimum qui peut être augmenté en fonction des conventions collectives et fractionné aussi en plusieurs fois. Donc vous pouvez descendre 10 et 10. 5 minutes. Le fait est que les fumeurs sont plus enclins à multiplier les pauses et donc grignoter un petit peu sur ces 20 minutes. Dans les faits, les collaborateurs bénéficient d'une certaine tolérance de la part des employeurs. Mais attention à la cigarette de trop, parce que finalement, si vous abusez un petit peu sur l'horaire, eh bien, les sanctions peuvent pleuvoir. Ça peut même aller jusqu'au licenciement, donc attention. Oui, parce que parfois, c'est pas une cigarette, mais c'est 2. Et c'est 3. On refait le monde. Et on refait le monde. On ne compte pas. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, donc on attend. Enfin, ça n'arrête pas. En tout cas, il y a des entreprises qui ont pris des initiatives. Déjà pour récompenser d'une part ceux qui ne fument pas. C'est pas bon pour la santé. Et qui potentiellement travailleraient plus. Ça reste à démontrer. Il y a un gros débat sur cette question. Au Japon, notamment, une entreprise qui propose 6 jours de congé aux non-fumeurs, 6 jours de congés supplémentaires. Une initiative, selon son dirigeant, qui vise à mettre un terme aux petites guerres internes que la pause cigarette suscite. Celles et ceux non-fumeurs qui sont agacés par ses collègues qui sortent fumer 10 fois par jour comprennent certainement de quoi je veux parler. Et en France aussi, l'idée fait des émules. Début 2020, le patron d'une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique, entreprise des Hauts-de-France, ce patron a lancé une belle initiative pour inciter ses collaborateurs à arrêter la cigarette. Belle promesse, un billet d'avion. Voilà, pour s'envoler loin, oublier la cigarette, écraser la dernière. En tout cas, l'offre séduisante avait convaincu tout de même 8 collaborateurs. Et puis, le billet d'avion, les non-fumeurs avaient pu aussi en bénéficier. Aller-retour, je le précise. Et oui, bien sûr, ils ne partent pas là-bas. Vous partez directement à Oslo, mais vous ne revenez pas, évidemment. Voilà. Ça s'appelle se séparer des collaborateurs fumeurs. Juste Fanny, parce que tout le monde est concerné, je crois que vous l'êtes, n'oubliez pas de mettre vos mégots dans la poubelle. Toujours. Un mégot. Et puis amende, si vous mettez... Oui, enfin les amendes, mais c'est surtout du bien-être. C'est des centaines de milliers de litres d'eau polluée par un seul mégot de cigarette, puisqu'il contient multiples toxiques. Je vous rappelle aussi que pour la cigarette électronique, même obligation que pour la pause cigarette. Bien sûr, on se renvoie des petits messages. Vous les suivez évidemment peut-être à distance. L'une fume, l'autre vapote. Voilà, vous saurez tout de nos petites relations de bureau. Parce que on peut se retrouver en bas de l'immeuble. Voilà, et on peut évidemment se retrouver et refaire le monde. En bas avec d'autres outils que la cigarette, parfois même un simple café. Un simple café. Et je pense qu'elle peut être hautement stratégique si vous venez avec un café aussi. Et bien voilà, on s'est tout dit aujourd'hui. C'était important de remettre un petit peu les pendules à l'heure. On fait une petite pause après cette pause café. On s'intéresse à un rapport, un livre blanc sur la relance par la compétence pour enclencher un cercle vertueux, puisqu'on va se projeter dans le monde de demain. On est déjà, et l'entreprise est déjà en train de fabriquer ses plans de formation, la manière dont elle accueille ses collaborateurs. Et c'est vrai que la France, en matière de formation initiale, en matière de formation continue, eh bien depuis une vingtaine d'années, le niveau des Français s'est dégradé, pas seulement des élèves, mais aussi des salariés. On va faire le point avec l'auteur Jérôme Miara, PDG de OBA. Il sort ce livre blanc et on va le décortiquer et le commenter. C'est le Cercle RH, c'est dans quelques instants. Le cercle RH, tiens, si on s'intéressait au monde de demain, c'est vrai que tous les chefs d'entreprise ont un peu leur boule de cristal et cette pensée d'avenir, à minima la rentrée de septembre. À quoi ça va ressembler ce monde de demain? La compétence des salariés que vous embauchez, est-ce qu'elle est à la hauteur de vos espérances? Est-ce que nos élèves, nos lycéens, j'allais dire même presque les élèves en école primaire sont bien formés pour devenir ensuite des salariés compétents? En quoi la compétence est un levier de notre relance économique? C'est un livre blanc qui vient de sortir, La relance par les compétences, enclencher un cercle vertueux. Son auteur est avec nous, Jérôme Miara, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vous êtes PDG de OBA. Quelques mots sur OBA pour qu'on puisse situer votre entreprise. Oui, alors OBA, c'est une société de conseil en ressources humaines. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entreprises à justement impulser les bonnes transformations
pour être prête face aux transitions digitales, face aux transitions écologiques, et donc booster les compétences là où elles doivent l'être. Il y a un petit chapitre, on y reviendra peut-être à la fin de notre entretien, mais enfin, la French Touch dont vous parlez. La French Tech. La French Tech. Ouais. Bon, c'est un peu comme les grandes écoles, puisque rentrons dans le vif du sujet. Oui. Pour le dire simplement, ce livre blanc, à la fois fait un constat puis des propositions, ou en tout cas fait des diagnostics qui, objectivement, ne sont pas très encourageants quand on se place au niveau de la France. Pourquoi la France décroche? C'est un titre, évidemment, on parle des décrocheurs à l'école. La France est un peu une décrocheuse, quand même, dans le paysage. Alors, la France décroche pas sur tous les sujets. Son élite est toujours bien placée dans le concert des nations. Ça, on en est très fiers. Nous avons la liste des très grandes entreprises également. Voilà, des facs. Récemment, vous avez vu le classement de Shanghai qui fait une part belle. Il y en a 5 5, exactement. Un classement contesté par ailleurs, mais bon. Oui, alors on peut toujours contester sur le plan méthodologique, mais enfin, il y a un faisceau d'indices qui fait qu'on voit que quand on veut faire des réformes sur ce type de sujet, on y arrive. D'ailleurs, c'est ça qui est encourageant, parce qu'on était loin dans le classement. Il y a eu le projet Paris-Saclay, on a réussi à se regrouper, à dépasser les clivages politiques, et on remonte dans le classement. Mais Jérôme Mira, d'abord, on va rentrer dans le détail de ce rapport sur l'emploi, les compétences, le niveau des Français, le niveau des élèves qui n'est pas bon. On voit les classements PISA, les classements PIAC qui sont pour les salariés et les adultes. Pourquoi avoir voulu sortir ce livre blanc? C'est un sacré boulot, hein? C'est un sacré boulot. On est à un an de l'élection présidentielle. On n'a pas beaucoup vu ça jusqu'à présent dans les agendas politiques. Et puis il y a par ailleurs beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour la relance. Alors en France et puis également dans tous les grands pays. Ça va arriver, hein, là. C'est pas encore. Ça y est, hein, visiblement les 13 milliards d'euros vont arriver en juillet. Donc bon, l'argent est sur la table. Cet argent, il a deux vocations. La consommation, donc ça, il n'y a pas de doute que ça va relancer la consommation. Et puis l'autre vocation, c'est l'investissement. Et pour investir, pour que les chefs d'entreprise aient envie d'investir en France, il faut qu'il y ait des compétences disponibles. Or, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les compétences ne sont pas suffisamment disponibles en France. Alors, il y a un effet structurel qui est lié à nos propres difficultés, à nos propres défauts. Notre niveau scolaire, l'enseignement. Notre niveau scolaire. Et le fait qu'effectivement, en France, quand vous faites partie de milieux défavorisés, il y a un déterminisme qui est extrêmement fort et vous n'arrivez pas à vous hisser au niveau des bonnes qualifications. Et on a un chômage quand même plus élevé. Vous comparez souvent avec le Japon, avec les Pays-Bas. Chômage très élevé. Plus élevé. Corrélation évidente entre le classement PIAC et le taux d'emploi et le taux de chômage. Alors PIAC, c'est pour les adultes, hein, Alors, qu'on le dise. Il y a le PISA. PISA, c'est pour les adolescents de 15 ans. Où on n'est pas bon, on est dans la 21e, 22e place. Voilà. Alors on est très bon chez les très bons. Et on est plutôt... On le voit, hein, regardez, le PIAC, c'est la France, elle est à la 21e place en taux d'emploi à 64%, chômage à 9%, probablement un peu au-dessus d'ailleurs, parce que je pense que ce chiffre va remonter. Et puis le Japon, bon là c'est vraiment le pays paroxystique, enfin, l'opposé de notre modèle, c'est une première place, taux d'emploi à 71%, chômage 4. Exactement. Comment vous l'expliquez? C'est quoi cet écart? Alors, il y a pas mal de corrélations qui peuvent être faites. Hein. L'investissement technologique est lié aussi, a un impact énorme sur le chômage. On a beaucoup cru en France que robotiser, c'était nuire à l'emploi. Il y a eu l'exemple récent de Bridgestone où on s'est aperçu qu'à force de ne pas robotiser et de ne pas investir sur le capital humain, on était descendu en gamme et il n'y avait plus d'autre solution que de fermer l'entreprise. Donc c'est cette culture d'investissement qui n'est pas suffisamment présente en France et qui n'est pas présente suffisamment sur les technologies, mais également sur le capital humain et sur les compétences. Vous dites quand même assez clairement ces diagnostics qui ont été faits, mais qui sont souvent un peu gênants quand on est français et qu'on parle de notre pays. Le niveau de langue est faible, faute d'orthographe, problème de compréhension en mathématiques. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui arrivent dans l'entreprise aujourd'hui et qui ne sont pas capables en fait, de faire des choses qui sont assez basiques, ce qui pose un énorme problème, et on va en parler, pour notre compétitivité et notre productivité. Alors c'est plutôt d'ailleurs en deuxième partie de carrière que les problèmes arrivent, et en fait ça renvoie plutôt vers le fait qu'il n'y a pas la culture d'entretenir son capital de compétences. Et en fait, il y a une obsolescence des compétences, si vous voulez, et pour lutter contre cette obsolescence, il faut se former en permanence. Et ça, on ne le fait pas suffisamment en France. Et notamment, on ne le fait pas suffisamment vis-à-vis des personnes peu qualifiées. C'est-à-dire que la formation, elle est très inégalitaire. Elle touche plutôt les personnes qualifiées, mais les personnes peu qualifiées ne sont pas formées. C'est ça. Ceux qui sont les mieux nourris, on remplit un peu plus leur assiette. C'est un peu ça. Mais c'est notre passion pour l'élitisme, où effectivement on braque toujours les projecteurs vers les meilleurs. Il y a d'ailleurs des chiffres intéressants en la matière, c'est qu'on s'aperçoit que les entreprises performantes en France consomment beaucoup plus de compétences
que leurs homologues internationales et européennes. Mais il y a une réforme, Emmanuel Macron a engagé une réforme de la formation professionnelle, les OPCA, tout ça c'est un peu de la mécanique interne, mais néanmoins c'était l'idée de fluidifier, il y a le CPF, ça va dans le bon sens malgré tout? Non, enfin je sais pas. Alors je pense qu'il est trop tôt pour le dire parce Oui, on n'a qu'on n'a pas les données. Alors aujourd'hui on manque de données sur le CPF, donc on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il est utilisé. Mais sur ce sujet, ce qu'on voit, c'est que les fonds ont été utilisés très fortement durant la crise. Donc il n'y a plus de budget dans les OPCO pour financer la formation dans les entreprises de moins de 50. Et alors que c'est maintenant, je dirais qu'il faudrait accélérer pour former de manière à ce que les entreprises soient capables d'accompagner les transformations, il n'y a plus d'argent. C'est ça le problème. Donc il y a une logique budgétaire, il n'y a pas une logique, si vous voulez, qui donne beaucoup de sens à l'apprentissage. Mais vous avez une vision un peu philosophique au départ, enfin une vision du monde d'après, que vous anticipez finalement à travers ce rapport. Mais quand on s'accroche aux chiffres, il y a un autre chiffre qui m'a marqué, c'est que 33% des salariés en France en fait, sont dans un emploi qui ne correspond pas à leur formation initiale. Inadéquation avec, entre les compétences et les postes. 33% de la population active française n'occupe pas un emploi en adéquation avec le domaine des études suivies. Enfin, excusez-moi, ça sert à quoi de faire des études si au final on fait un métier totalement à l'opposé? Enfin, ça paraît, c'est du gâchis quand même ça. Alors c'est du gâchis pour les personnes très qualifiées, mais encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes très qualifiées ont toujours tendance à aller dans les entreprises les plus performantes. Ah oui, forcément. Et n'ont pas envie d'aller dans les entreprises de taille moyenne. Donc il y a ce problème-là. Mais l'inadéquation touche surtout les personnes avec de faibles qualifications. Niveau de compétence. Voilà. Et d'ailleurs, en comparaison toujours avec des pays européens ou au-delà, c'est à ce niveau-là qu'il y a la plus grande inadéquation en comparaison. Le monde de demain, celui qu'on se prépare, on va rentrer dans ce monde, peut-être on y est déjà entré. Selon vous, on est déjà dans le monde de demain ou on est dans un entre-deux d'après-Covid qui cherche un peu son chemin là? Disons que je pense que la crise a accéléré les transitions en cours. On a vu que le sujet de l'innovation était devenu majeur et que, alors là, plutôt sur le haut, on avait un problème pour avoir les bons talents. Je pense qu'il y a un problème de rémunération, de charges sociales qui sont très élevées. Quand on compare la rémunération des talents ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne, il y a des écarts de rémunération qui sont énormes. Énormes, et c'est essentiellement lié aux cotisations, aux charges sociales qui sont trop fortes. On est à 47, de prélèvements obligatoires sur, c'est ça hein, oui, 45%, 45% sur un salaire. Donc quand vous donnez 1 euro de rémunération, ça coûte 1,5 à l'entreprise, et puis il reste à la fin 70 centimes dans la poche du salarié. Donc il y a trop de cotisations. Vous soulevez un sujet alors qui est très politique. J'espère que ce livre blanc, vous allez l'apporter en main propre à Jean Castex, peut-être à Bruno Le Maire, mais il y a d'autres candidats à l'élection présidentielle. C'est ça, vous allez voir. Je vais essayer. On se souvient de Nicolas Hulot, vous vous rappelez, avec son livre blanc, il l'a fait signer. Vous envisagez de le faire signer, c'est bien ça, à tous les candidats. Xavier Bertrand, quelques autres. Exactement. Enfin, ceux qui sont déclarés pour le moins. Exactement. Concrètement sur les retraites, parce que vous le soulevez en le liant d'ailleurs avec notre productivité. Notre productivité a décliné. Oui. C'est très étrange. Comment vous l'expliquez? Parce que fut un temps, vous le dites dans un rapport de l'OCDE, la France cartonne, plutôt bon élève en termes de productivité. C'est un petit peu endormi sur nos lauriers. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les 35 heures? C'est quoi? Alors, il y a l'effet 35 heures, et il y a surtout un manque d'investissement dans les technologies. Chaque salarié va devoir produire plus pour financer un plus grand nombre de retraités. Un retraité, 4 actifs en 60. Voilà, exactement. On est à 1,2 là. On est à 1,2, voilà, exactement. C'est intenable. Donc c'est intenable. Donc la seule façon pour qu'un salarié produise plus, c'est qu'il fasse appel à la technologie. Seul le salarié ne pourra pas produire plus. Donc il faut plus de technologie, plus de robotisation. Et sans ça, on ne pourra pas remonter la productivité. Mais pour utiliser les technologies, il faut être aussi formé. Oui. C'est ça le problème, c'est que si vous voulez, il faut aussi avoir le bon niveau de qualification pour être capable de travailler avec les machines. Enfin, encore une fois, vous le dites avec une forme d'évidence. Pour beaucoup qui nous regardent, beaucoup de Français, ils considèrent que la robotisation, l'industrialisation par le robot a été source de perte d'emploi. Oui, alors tous les chiffres montrent que c'est absolument faux. Et vous démontrez l'inverse. Ah oui, c'est absolument faux. Enfin, tous les chiffres, encore une fois, il y a une corrélation évidente entre le niveau de robotisation et le taux de chômage. Il faut regarder en Allemagne. En Allemagne, il y a un taux de chômage qui est quand même au moins 2 fois inférieur au nôtre. C'est vrai. Il y a un niveau de robotisation qui est sans commune mesure. Je crois que l'âge moyen des robots dans les entreprises françaises est de 17 ans. Donc imaginez l'obsolescence de notre équipement. Vous évoquez l'industrie aussi, parce qu'il faut quand même en dire un mot, c'est souvent des sujets politiques. Tous les thèmes que vous traitez ici seront des thèmes, si la sécurité ne prend pas le pas, centraux dans la campagne présidentielle. La question de la place de nos industries,
On se souvient d'Emmanuel Macron au début des batailles pharmaceutiques et qui avait dit qu'il faut rapatrier nos laboratoires. Ouais. Est-ce que tout ça, vous y croyez? Est-ce qu'on est dans des incantations très politiques? Ou est-ce que, oui, on est en capacité de rapatrier nos industries à l'aune des taux de charge que vous évoquiez il y a quelques instants? Alors, alors, il y a un peu d'incantation. Ceci dit, il y a une forte prise de conscience. J'entendais Bruno Le Maire récemment, il y a quelques jours, dire que le problème numéro 1 de la France, c'était un problème d'offre. Ce qui veut dire qu'effectivement, on n'a pas la capacité suffisante à innover. Et on n'a pas les compétences pour le faire. Donc ça va être compliqué quand même de réindustrialiser, sauf à aller sur des niveaux de gamme très faibles, mais qui ne sont pas possibles avec notre niveau de charge sociale. Parce qu'on n'est pas compétitif face à la Chine. Pas compétitif face à la Chine. Évidemment, sur les mêmes produits. Pour terminer notre entretien, alors là pour l'instant vous l'avez fait signer à personne ce livre blanc. Pas encore. Il est tout chaud, il vient de sortir il sort des imprimeries. Parmi les propositions que vous faites ou les diagnostics que vous faites, quelles sont celles qu'on peut transformer le plus rapidement possible, qu'un homme politique peut transformer véritablement, j'allais dire en innovation politique? Eh bien, moi, écoutez, je crois qu'il faut, autour des compétences, bâtir un vrai projet de société. Il y a 20 ans, il y a eu une réforme du temps de travail qui a abouti aux 35 heures. On sait que cette réforme n'a pas eu les effets escomptés en matière de chômage. Moi, je propose qu'on aille vers l'ATA, l'augmentation du temps d'apprentissage, qui consisterait finalement à faire en sorte que les salariés qui acceptent, au-delà de leur temps de travail, de se former, soient augmentés à du concurrence, que les charges sociales soient baissées à du concurrence pour les entreprises. Et in fine, ça va avoir un effet sur la précarité sociale, parce que vous savez que plus on est qualifié, plus on se forme, moins on est précaire sur le plan social. Ça va augmenter le PIB de la France parce qu'on va être plus productif car mieux formé. Et à la fin, ça va faire baisser le coût de la protection sociale. Tiens, avant de nous quitter, parce que ça nous concerne très directement, il y a ce chiffre que j'aimerais que vous nous commentiez, c'est le lien entre l'investissement en matière de ressources humaines et les performances de l'entreprise. Ça, c'est intéressant puisqu'on fait une émission RH Emploi. Oui. On voit qu'il y a plus 20. Lorsqu'une entreprise décide d'investir en matière RH, qui est déjà un concept un peu particulier, parce que quand on dit investir en RH, le patron vous dit, mais attendez, voilà, j'ai mis tous les logiciels. Vous dites non, c'est quoi l'investissement en matière RH? Parce que ça, c'est votre domaine d'activité, c'est votre cœur de métier. Exactement. Alors, on l'a vu à travers la crise d'ailleurs, les chefs d'entreprise, investir pour eux, c'est très court terme. Donc, quand c'est financé, ils acceptent de payer un peu de formation. Par contre, une vision prospective qui ferait qu'on arrive à anticiper les compétences dont on va avoir besoin sur les métiers futurs, on va mettre une dynamique de mobilité interne qui vont permettre de diffuser les compétences. On va faire du manager un rouage essentiel de la transversalité. Eh bien là, on est plutôt en retard. Donc, et ça veut dire que si on investit, il faut le dire à ceux qui nous regardent, c'est pas un investissement à perte, parce qu'on dit souvent quand on investit dans les RH, de toute façon, ça ne nous rapporte rien en termes de business. Faux. Je crois que maintenant, c'est un peu... C'est rentré dans les mœurs, ça. Je pense, j'espère. Alors, il faut depuis le Covid, les RH n'ont jamais été aussi bien placés près du patron. Oui, parce qu'on fait appel à eux quand il y a des risques, mais au-delà de ça, je pense que maintenant, c'est quand même rentré dans l'esprit des dirigeants que les ressources humaines, c'est quand même le principal actif des entreprises, surtout dans un monde qui devient immatériel. La relance par les compétences, enclencher un cercle vertueux, c'est OBA, Jérôme Miara qui est sur notre plateau. Quand même, pour boucler notre entretien, tout vient quand même de notre formation initiale, vous le constatez. Il y a beaucoup de Français qui disent, mais attendez, la part de nos impôts consacrés à l'éducation est assez importante. On y consacre une part importante et pourtant le résultat en bout de chaîne, il est inefficace. Comment on fait? On remet tout à plat. Comment on réinvente un modèle éducatif qui fait que nos enfants ont les rudiments de la lecture, des mathématiques, d'une culture générale et qui sont capables de faire un mail à peu près droit? Je crois qu'il y a un vrai sujet culturel. C'est que notre culture très autoritaire, très hiérarchique, ne met pas les personnes en confiance. Donc, alors, si vous êtes dans un environnement où vos parents vous ont aidé à être confiants, etc., si vous êtes sûr de vous, vous allez réussir. Mais si vous n'avez pas cet entourage qui vous permet de le faire, c'est pas l'école aujourd'hui et le mode d'enseignement, même si ça progresse, qui va vous donner confiance. Lentement, hein. Ça progresse lentement. Mais on voit quand même des instituteurs mettre en place leurs propres méthodes. On connaît les sujets Montessori, etc. C'est qui vrai. donnent quand même plus de place à l'individu. Et l'absence de notation, puisque Montessori, c'est l'idée qu'on ne va pas noter l'enfant. Voilà, l'absence de notation, le droit à l'erreur. Pour vous situer, vous êtes plutôt sur le modèle anglo-saxon, le modèle américain, où on est plus dans l'oralité, on est plus sur une culture de la confiance, de l'encouragement aussi?
Oui, il y a ça, mais on voit aussi dans les pays nordiques, il y a quand même beaucoup de pays autour de nous qui mettent en place ce type d'enseignement. Bon, on va vous suivre de près, peut-être avec une caméra, on vous suivra, les télés vont vous suivre à la rencontre des candidats, parce que tenez-vous prêts, chers candidats à l'élection présidentielle, vous avez le livre blanc de Jérôme Mira d'OBA sur cette relance par les compétences. Et ce rapport est passionnant, je vous invite à le lire. Il y a beaucoup de chiffres, un diagnostic intéressant et des propositions concrètes. Merci d'être venu sur notre plateau pour ce grand entretien. Et puis j'imagine que là, vous allez commencer le porte-à-porte dès que vous aurez la liste de tous les candidats, évidemment, parce que là, c'est un peu compliqué. Merci d'être venu. On termine par Fenêtre sur l'emploi. C'est Amélie Favre-Guittet. Vous la connaissez. C'est une habituée de notre émission avec les questions interdites, les questions pièges en entretien. Il y a des boulettes à ne pas commettre. Et évidemment, Amélie nous explique tout. Amélie Favre-Guittet, comment ça va ? Très bien. Talent management, les conseils pratiques, on en a plein chaque semaine avec vous sur ce qu'on doit faire, pas faire. Vous nous prenez par la main chaque semaine et c'est un vrai plaisir. On va se balader ensemble dans un entretien d'embauche avec comment répondre aux questions pièges ou, et c'est important, vous en avez souvent parlé, interdites en entretien. Peut-être questions pièges, c'est quoi les questions pièges d'abord ? Alors, on va revenir sur quelque chose qui m'agace un peu, la fameuse question piège. Quand on va sur Google, on a 1 million de résultats de recherche sur les fameuses questions pièges. Et les premiers résultats, c'est « présentez-vous ». Où est-ce que vous voyez dans 5 ans ? Vos qualités, vos défauts. Ça fait 30 ans qu'on nous pose les mêmes questions. Ce n'est pas des questions pièges. Une question piège, c'est une question à laquelle on ne s'est pas préparé en tant que candidat. Donc ça, c'est plutôt au candidat de regarder la liste des questions classique qu'un recruteur va poser et se dire qu'est-ce qu'il veut savoir en fait, pourquoi il me pose cette question. On a eu un invité l'autre jour qui disait que dans les jurys, qui étaient des jurys d'école de journalisme, il prenait un journal et il disait à l'étudiant choisissez une page et commentez-la moi. Donc il ne s'y attendait absolument pas et ça lui permettait de... C'est intéressant ça pourrait se faire aussi ça en entretien. Moi je pose souvent la question de l'actualité qui a marqué le candidat. Bah ouais, ça lui permet de sortir un peu de lui-même, de raconter quelque chose qui l'a marqué. Et de voir ce côté curiosité intellectuelle que peut avoir le candidat. Donc, toutes ces questions un peu bateaux, ce ne sont pas des questions pièges. Le candidat sort, j'ai des questions pièges. Non, ce n'est pas des questions pièges, c'est des questions basiques et bateaux. Les questions difficiles, ça serait lesquelles ? Donc, parlez-moi de l'actualité, parlez-moi de vous. Voilà, les questions. Alors, le parlez-moi de vous, c'est souvent la première question qu'on va poser en entretien. Elle est nulle, cette question. Elle est nulle, mais elle est nulle parce que le candidat, lui, ne sait pas quoi répondre. Mais elle est classique, ça permet de rompre un petit peu le stress que peut avoir le candidat et de lui dire allez, vas-y, parle-moi de toi. Détends-toi. Voilà, pourquoi tu es là, parle-moi de ton parcours, de ta formation, de tes personnalités. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de te recruter ? On répond quoi quand on est candidat à ce qu'on pense, puisque c'est en train de tordre le cou à l'idée que c'est un piège. Donc arrêtez de croire que c'est un piège, c'est pas un piège. C'est pas un piège. Qu'est-ce qu'on répond ? Comment on fait là ? On va se valoriser. On est toujours dans l'idée de pourquoi la personne nous reçoit. Elle veut savoir ce qu'on a fait avant, elle veut comprendre notre parcours, nos choix. Elle veut comprendre aujourd'hui qui on est, quelle est justement notre fameuse personnalité, les soft skills qu'on a développés tout au cours de notre parcours. Et elle veut surtout, et ça les 3/4 des candidats l'oublient, se projeter avec nous dans le poste. On veut pouvoir s'imaginer avec vous en train de travailler, en train de prendre un café, en train d'aller déjeuner, parce que oui, le monde professionnel, c'est pas que le boulot, c'est aussi le côté perso qui est... Donc en fait, quand même, je n'ai pas fait des milliers d'entretiens d'embauche, dans notre univers on en a peu, mais il faut se décrisper un petit peu, non ? Oui, c'est une rencontre, c'est un échange. On n'est pas là, c'est pas le méchant recruteur qui va absolument avoir la main mise, non, on est là pour mieux vous découvrir. Et donc en fait, très souvent les recruteurs eux-mêmes sont stressés, parce que des fois c'est leur premier entretien ou qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est le recruteur qui a peur. Et des fois c'est le recruteur qui a peur, donc il ne sait pas trop comment démarrer. Donc en fait, on respire tranquillement et on parle de soi. Voilà pourquoi j'ai postulé chez vous. J'ai fait ça chez un tel. Aujourd'hui, j'ai développé telle qualité. Grâce à ma formation ou au MOOC que j'ai suivi, j'ai développé telle et telle chose. Et demain, avec vous, j'ai envie de faire ça. Mais ceci étant, le lieu d'approche de la rencontre, si je peux me permettre, c'est un peu comme une rencontre amoureuse. C'est vrai que si on le fait dans un lieu qui est moche, il faut peut-être l'aménager, cet espace aussi, pour que le candidat se sente un peu à l'aise quand même. Depuis la porte d'entrée, quand il arrive, le candidat va observer, il va voir
savoir un peu l'état des bureaux, voir s'il y a des collègues, s'il en croise, Quelle est l'ambiance? souriants, Ah ouais. s'ils font plutôt la gueule. Ouais. Donc effectivement, ça un petit peu, faut détecter le radar pour voir si c'est une bonne idée d'y aller ou pas. Amélie, vous en avez déjà parlé, mais c'est important de répéter cette même chose. Il y a des questions pièges qui n'en sont pas, et il y a des questions interdites. Qui en sont là. Et là, qui en sont et qui sont même, sur le plan juridique, Ouais. interdites. Tout à fait. Le Code du travail les encadre. Il y a l'article, que je me souvienne, 1221-6, Elle est forte. qui détermine 25 critères. Quelle page du code? Ça, je ne sais plus. 347. 347. Enfin, ça, c'est la version 2. C'est ça. Et qui, en fait, détermine 25 critères sur lesquels on n'a pas le droit de discriminer une personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas Bien sûr. décider de ne pas recruter une personne sur l'un de ces critères. Donc, est-ce que vous êtes enceinte? On l'avait évoqué. Voilà. Cette La question-là. grossesse, l'état de santé, l'âge, le sexe, Le les religieux. origines, la religion, si la personne est dans les syndicats. Il y a 25 critères, je ne vais pas vous les faire parce que je ne suis pas sûre d'y arriver, mais ils sont importants. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut demander à une personne où est-ce qu'elle est née, mais on ne peut pas lui demander ses origines. Mais, Donc on est tout juste très vite. Enfin, à la limite. si je peux me permettre, c'est pas tentant, mais c'est assez logique de demander à une personne, mais est-ce que vous venez du Mali? Est-ce que vous venez de Suède? Est-ce que vous venez de Pologne? Enfin, je veux dire, je vois pas en quoi, si je peux me permettre, la personne... Et donc, cette personne quitte l'entretien, considère qu'on l'a gênée, puisqu'effectivement, la liste, là, elle est Alors, impressionnante. attention, on ne la recrute pas. Si on ne la recrute pas, elle peut décider de se dire, bah tiens, C'est à cause de ça. À cause de cette question, on m'a discriminé, donc on ne m'a pas recruté. Donc, ça veut dire quand même que les recruteurs, dans leur feuille de route, sont extrêmement cadrés quand ils vous posent des questions. Ouais, sauf qu'en fait, pas du tout. Mais pas Parce du que tout. Beaucoup On se lâche. Bah oui. Bah, évidemment. Est-ce que vous avez des enfants? Bah forcément, quand on a Ça crée un lien. Et surtout, si le candidat l'a mis sur son CV, maman, 2 enfants, super, bah forcément, on va lui poser la question. Bah oui. Et pour les gardes, comment ça va se passer? Et bah typiquement, c'est des questions de l'ordre personnel, on n'a pas le droit. Oui, parce que je vois dans la liste le lieu de résidence. Enfin, c'est assez logique. Si dans le CV, on a mis qu'on venait de telle ville, parfois même, on a des liens avec cette ville. Vous êtes de cette ville. Moi, j'adore cette ville. Ce qui d'ailleurs est un élément de lien avec la personne. De lien. Mais à contrario, c'est il habite trop loin, il habite dans un quartier qui est un peu craignos, donc je ne vais pas le recruter. Ah oui, c'est ça. Donc, ça, c'est Et là, ça devient de la discrimination. Ça, c'est la discrimination au quartier et aux rues où Oui. on se dit, ah bah non, lui, il vient de cette tour-là, je ne le prends pas. Là, en effet, mais tout ça est très subtil, en fait. Et il n'y a pas de caméra, c'est pas comme les policiers, ils ne filment pas leurs entretiens d'embauche. Donc, il ne peut pas y avoir de preuves, c'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Alors après, il faut beaucoup de paroles pour qu'à un moment donné, ça puisse se bouger un petit peu. Mais après, il peut aussi y avoir des traces sur des mails. C'est-à-dire que des recruteurs qui expliquent pourquoi ils ne recrutent pas le candidat et qui, par mégarde, lâchent un mot qu'il ne devrait pas lâcher. Et là, le candidat peut dire, ça, c'est de la discrimination. Un petit mot, vous parlez de la loi égalité et citoyenneté de 2017. Elle fait avancer le sujet? Pas trop. C'est comme beaucoup de lois, elles sont déterminées, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, elles donnent simplement l'obligation aux entreprises qui ont plus de 300 salariés de former les personnes qui font du recrutement tous les 5 ans. Mais en fait... Bof. Merci Amélie. Il faut rendre rapidement. J'ai peur que nous soyons en retard. Évidemment, je me fais tirer les oreilles par Fanny Griesmer. Merci à vous, Amélie Favreux-Guittet. Merci à Fanny Griesmer qui hurle. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Justine au son. Merci à Pauline Gratel et merci à Margot pour l'accueil à Vicky. Merci à vous qui nous regardez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous qui réagissez sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve demain. Oui, demain. Et je serai en direct et je serai là. Portez-vous bien. Bye bye.